Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. Donc j'espère que vous portez bien. Donc dans cette vidéo, on va parler du FortiGate IPsec VPN. Donc les objectifs de cette vidéo, c'est on va voir comment ça fonctionne, les prérequis, les phases de négociation, les types de topologie, les étapes de déploiement et on va finir par un cas pratique. Donc pour le scénario dans cette vidéo, on va partir sur la base de ce schéma. Donc, on a un bureau qui est du côté de Paris, donc un bureau avec un firewall et puis un sous-réseau. Et de l'autre côté, un autre réseau vers de Tokyo, firewall et puis un sous-réseau. L'objectif dans de la vidéo, c'est de mettre sur pied ou bien de déployer dans un IPsec tunnel VPN qui va nous permettre, donc, à partir de ce sous-réseau qui est du côté de Paris, d'accéder au sous-réseau qui est du côté de Tokyo et vice-versa. Donc, on verra ça dans les configurations. Mais avant d'entrer dans les configurations, je vais prendre quelques minutes pour expliquer rapidement quelques concepts clés du FortiGate IPsec VPN. Donc, c'est quoi dans le VPN IPsec? Donc, VPN, c'est la mise en place d'un tunnel sécurisé entre deux réseaux distants. Et ce tunnel sécurisé s'effectue donc au travers d'un réseau très souvent non fiable comme Internet. Donc, on va se servir d'Internet, donc qui est un réseau non fiable, pour établir un tunnel sécurisé afin de rejoindre donc deux réseaux distants. Donc, comment ça fonctionne? Donc, l'objectif, c'est de mettre en place, donc, comme on a dit, un tunnel chiffré. Ça veut dire que de chaque côté du tunnel, on va configurer des paramètres de sécurité. Et pour que les deux équipements puissent communiquer, il va falloir donc qu'il y ait un échange de protocoles, c'est-à-dire une négociation. Donc, les négociations ici se font donc par le protocole d'échange de clés Internet qui est le IKE, donc soit en V1 ou en V2, sachant que le V1 est le plus utilisé, mais le V2 est beaucoup plus sécurisé. Donc, on ne va pas trop entrer dans les détails ici. Donc, une fois que les négociations sont effectuées, il y a donc l'authentification. Donc, les deux sites distants doivent pouvoir s'authentifier. Et l'authentification se fait soit à base d'une clé partagée ou alors à base d'un certificat numérique. Donc, les deux sites vont s'entendre sur la méthode d'authentification à utiliser. On verra ça au moment de la pratique. Et une fois que tout cela donc est établi, on va donc avoir besoin donc de mettre sur pied des règles de PAF pour pouvoir autoriser donc les communications entre les deux sites. Donc, initiation d'un tunnel chiffré, négociation des protocoles de communication, authentification des deux équipements, et puis règles de PAF pour autoriser donc le trafic dans les deux sens. Donc, pour ce qui est des prérequis, naturellement, il faut avoir un accès au pare-feu, aux deux pare-feux. Les adresses IP publiques, idéalement, vu qu'ils sont des équipements qui sont distants, donc ils sont sur Internet, donc naturellement, ils doivent avoir des adresses IP publiques, donc accès à Internet. Et les équipements en question, donc on parle dans ce cas-ci des FortiGate, doivent supporter donc le protocole d'échange des clés, le protocole IKE. Ils doivent avoir à peu près les mêmes algorithmes ou bien supporter les mêmes algorithmes de cryptage et d'authentification. Parce que pour pouvoir s'entendre, il va falloir que chacun des deux équipements puisse dire, OK, de mon côté, je peux utiliser tel protocole ou bien tel algorithme. Est-ce que de ton côté, tu as la possibilité de supporter cet algorithme-là? Donc, ces deux équipements doivent pouvoir supporter les mêmes algorithmes de cryptage et d'authentification. Et en dernier lieu, euh, il faut que sur chacun des équipements, on ait la possibilité d'autoriser le trafic sur les ports UDP 500 et 4500, vu que c'est les ports qui sont utilisés pour la phase 1 des négociations. En parlant donc des phases de négociation, il faut savoir que pour établir une connexion, un tunnel sécurisé entre les deux FortiGate, IPsec utilise ce qu'on appelle les négociations en deux phases. Donc, il y a ce qu'on appelle la première phase d'authentification. La première phase qui consiste de négociation qui consiste donc à mettre sur pied donc un canal chiffré et sécurisé qui va être utilisé pour la négociation de la phase 2. Donc, pour que la phase 2 puisse être établie, être initiée, il va falloir que la phase 1 soit complétée. Donc, la phase 1, c'est quoi? C'est la phase dans laquelle les deux équipements, sur la base de leur passerelle par défaut, vont pouvoir s'identifier et choisir quels sont les algorithmes de cryptage et d'authentification qu'ils vont utiliser. Et par la même occasion,
il va falloir que les ports UDP 500 et 4500 soient disponibles sur chacun des deux pare-feu. Donc, c'est ça carrément la première phase, c'est-à-dire les deux équipements communiquent, échangent les informations d'identification, négocient quelques paramètres de sécurité qui vont permettre de communiquer, OK, moi, je veux utiliser tel algorithme de chiffrage. Est-ce que tu vas supporter? Oui, c'est bon pour moi. OK, on avance. Donc là, quand la phase 1 est établie, on passe donc à la phase 2. La phase 2 donc commence lorsque la phase 1 a été établie avec succès. Et donc, la phase 2 consiste donc à la négociation donc, des paramètres de sécurité du trafic de données. Donc, cette fois-ci, dans la phase 2, on parle du trafic de données. C'est dans la phase 2 qu'on décide exactement quels sont, par exemple, les sous-réseaux qui vont être mis à disposition. Ça veut dire que sur le pare-feu, par exemple, le pare-feu 1, vous aurez, par exemple, 5 sous-réseaux. Dans la phase 1, on négocie les paramètres de communication entre les deux passerelles par défaut. C'est-à-dire que là, on n'est pas encore entré dans les sous-réseaux, dans voilà, dans les réseaux qu'on veut partager, du moins les données qu'on veut partager. Une fois que la phase 1 est complétée, on va donc dans la phase 2 où on va dire, OK, moi, de mon côté, j'ai 5 sous-réseaux. Je peux mettre à disposition les trois sous-réseaux suivants. Et l'autre réseau de l'autre pare-feu de son côté va dire aussi, OK, de mon côté, j'ai tel nombre de pare-feu, tel nombre de sous-réseaux. Je peux mettre donc ces différents sous-réseaux-ci là à disposition. Donc, c'est là où on va négocier donc tout ce qui concerne donc les sécurités, la sécurité des trafics des données. Donc, ici, on va pouvoir négocier donc plusieurs types d'associations. Donc, ce qu'on appelle ici les associations de sécurité, c'est en fait les couplages entre une adresse IP locale et une adresse IP distante. C'est-à-dire que chaque pare-feu va dire, OK, voici mon adresse IP locale. Celui distant va dire, OK, voici mon adresse, du moins mon sous-réseau que je vais mettre à disposition. Et donc, dans la phase 2, on peut donc effectuer donc plusieurs associations, donc mettre à disposition plusieurs combinaisons de sous-réseaux et les cryptages qui vont avec. Donc, il faut noter que dans la phase 2, pour chaque combinaison, du moins quand j'appelle combinaison, je vais dire, pour chaque sous-réseau que vous décidez de mettre à disposition sur le tunnel, vous pouvez décider également quel est le chiffrage, le type de chiffrage qui doit être utilisé pour accéder à ce sous-réseau-là. Vous pouvez avoir plusieurs sous-réseaux, mais les algorithmes de chiffrage et d'authentification pour y accéder sont différents. C'est ça qu'on va appeler ici là donc les associations de sécurité. Donc ensuite, il faut savoir qu'il existe plusieurs topologies de VPN, dont les plus courantes sont les suivantes. Donc on a cette topologie, la topologie simple qui est, voilà, vous avez votre quartier général et puis vous avez des succursales, une succursale distante dans une autre ville. Ça, c'est par exemple le cas qu'on va faire dans la pratique dans quelques minutes. Donc, vous voulez par exemple que les utilisateurs qui sont dans la succursale de Tokyo aient accès aux données, à certaines ressources dans le quartier général qui est du côté de Paris. Donc, ici, vous pouvez décider donc de faire une communication unidirectionnelle. Ça veut dire que uniquement ceux-ci peuvent accéder à distance pour obtenir les informations ici. Ou vous pouvez faire une communication bidirectionnelle. Donc, ici, la topologie, elle est assez simple. Et du coup, on fait les configurations sur chaque pare-feu et le tout est simple. Par contre, si vous avez déjà un quartier général et maintenant plusieurs succursales, donc plusieurs quartiers, plusieurs bureaux dans d'autres villes, là, vous êtes donc dans cette topologie de Open Spoke dans laquelle vous avez un FortiGate central sur lequel est relié donc tous les FortiGate des bureaux distants. Ça veut dire que dans cette topologie-ci, là, vous devez donc vous assurer de configurer les paramètres de telle sorte que tout le trafic de chaque site puisse passer par par le FortiGate central. Ça veut dire que pour que les communications, pour que les utilisateurs qui sont sur le réseau de cette branche-ci puissent accéder au réseau de cette branche-ci, ils doivent passer donc par le FortiGate du quartier général. Ce qui veut dire que dans cette topologie, si le FortiGate du quartier général est défectueux ou bien rencontre un souci, c'est toutes les communications qui sont paralysées parce que là, les différentes branches ne pourront pas communiquer. C'est pour ça qu'en plus de cette topologie, il existe une autre topologie plus complète dans laquelle chaque équipement a une connectivité directe avec chaque bureau.
Ça veut dire qu'au lieu de passer au lieu que tout le monde passe par le quartier général, il existe des communications, du moins des configurations donc, entre chaque site. Donc, il faut comprendre que dans cette topologie-là, ça suppose qu'on devait avoir des FortiGate qui sont hyper puissants, qui peuvent supporter donc plusieurs configurations. Parce que si, ici, par exemple, dans le cas où nous sommes, si vous avez par exemple 5 pare-feu et que chaque équipement doit se connecter directement à un autre, ça veut dire qu'il doit avoir autant de configurations et il faut noter qu'à chaque fois, c'est phase 1, phase 2. Donc, il faut faire autant de phases pour pouvoir interconnecter dans tous les équipements. Donc, c'est ça les différentes topologies de VPN. En ce qui concerne donc le déploiement, ce qui se passe donc, c'est que le déploiement s'effectue donc, bon, je ne vais pas dire s'effectue de chaque côté. Disons que les étapes sont les suivantes. Sur chaque pare-feu, donc au niveau de chaque pare-feu, vous devez initier donc le tunnel IPsec. L'initiation du tunnel IPsec consiste en quoi? Vous devez définir donc quel est le type de périphérique distant. Est-ce que vous êtes sur un FortiGate? Est-ce que le périphérique distant également c'est un FortiGate ou bien c'est un Cisco ou bien c'est quelque chose d'autre? Vous avez renseigné les informations de passerelle par défaut. Vous devez choisir est-ce que vous devez vous authentifier par une clé partagée ou bien un certificat de sécurité. Ensuite, vous entrez dans les algorithmes et les protocoles de cryptage et d'authentification. C'est dans cette phase-ci là qu'on appelle généralement la phase 1, où vous allez négocier dans les différents protocoles. Vous devez vous entendre pour avoir les protocoles et les algorithmes sur lesquels vous devez pouvoir communiquer. Ensuite, maintenant, on entre dans la phase 2 où vous allez maintenant définir donc les sous-réseaux, c'est-à-dire le réseau local, le réseau distant, ainsi que les autres informations de sécurité qui seront spécifiques à chacun des sous-réseaux que vous voulez mettre à disposition. Une fois cette partie initiation, sur l'initiation du tunnel terminée, vous devez donc créer donc une route statique qui permet donc par exemple de router le trafic. Après cela, il faut créer donc une stratégie de pare-feu pour le trafic entrant. Ça veut dire que si vous êtes par exemple sur votre pare-feu et que vous voulez autoriser un trafic entrant et un trafic sortant, vous devez faire donc deux règles de pare-feu. Une règle pour le trafic qui entre et une règle pour le trafic qui sort. Maintenant, pour le côté des postes clients, la configuration côté poste client, si par exemple les utilisateurs sont connectés directement au réseau local, vous n'avez pas grand chose à faire. Par contre, s'ils sont des utilisateurs distants, vous devez donc procéder donc par une connectivité via FortiClient. Donc, vous devez vous connecter par le VPN pour pouvoir accéder donc aux ressources partagées. Donc, voici notre topologie. Donc, ce qu'on va faire ici, on a le sous-réseau de Paris qui est sur le sous-réseau 10.1.10.0/24. Et puis, on a un sous-réseau du côté de Tokyo ici qui est le 172.168.20/24. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se connecter sur chacun de ces pare-feux-ci, effectuer donc les configurations et essayer à partir de ce sous-réseau-ci là, de lancer une connectivité directement sur celui-ci et vice-versa. Donc, allons directement sur le pare-feu. Donc, ici, sur le FortiGate de Paris, on va aller donc directement dans VPN et puis on va prendre le tunnel IPsec. Ici, on fait nouveau tunnel IPsec personnalisé. Donc, je vais dire ici, là, Paris to Tokyo. On va dire ça comme ça. Paris to Tokyo, suivant. Donc ici, dans la section réseau, ici, je dois renseigner donc la passerelle par défaut du FortiGate de Tokyo, dans le FortiGate distant. Donc, c'est ça son adresse IP. Et puis, ce FortiGate, celui de Paris, rejoint celui-ci en passant donc par cette interface sur la port 1 sur notre simulation. Donc ensuite, je viens donc un peu plus bas ici. Il y a plusieurs configurations ici que vous pouvez regarder, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc ici, dans la méthode d'authentification, ça c'est la phase 1 qu'on est en train d'établir ici. La méthode d'authentification qu'on va choisir ici, c'est une clé partagée. Donc on ne va pas utiliser les certificats, on va utiliser donc une clé partagée. Donc la clé partagée que je vais mettre ici, c'est la même clé que je vais fournir tout à l'heure lorsqu'on sera sur l'autre pare-feu. Donc ici, on va utiliser donc le protocole d'échange de clés IKE. On va partir avec la version 1. Donc, comme on a expliqué dans la vidéo, dans les slides, la version 1 est la version la plus utilisée. Mais la version 2 a plus de fonctionnalités. Donc,
Dans certains cas où vous serez appelé à utiliser juste la version 2. Mais pour le cadre dans le cadre de cette vidéo, on va partir avec la version 1. Donc ensuite, ici, on entre dans le chiffrement et les authentifications que les deux PAF doivent accepter d'utiliser. Donc ici, je vais retirer tous les autres. Donc je vais prendre donc, ce qui m'est proposé ici, chiffrement DES, et puis l'authentification SHA 256. Donc je vais prendre ça. Pour le cadre de cette vidéo, on va prendre ce qui est disponible. Donc ça, c'est la phase 1. Ensuite, je vais donc ici un peu plus bas. On va donc mettre en place donc les sélecteurs pour la phase 2. Donc les sélecteurs pour la phase 2, ici, comme on a dit dans les slides tout à l'heure, c'était dans cette rubrique où vous allez préciser quelles sont les combinaisons adresse IP locale et adresse IP distante. Donc, comme on a expliqué sur votre FortiGate, vous pouvez avoir plusieurs sous-réseaux que vous voulez rendre disponibles. Donc, c'est ici que vous allez faire donc ces différentes combinaisons-là. Donc, ici, pour nous, l'adresse IP locale de notre réseau sur le FortiGate de Paris, c'est 10.1.10.0/24. Et l'adresse IP distante, c'est 172.16. Je crois 20.0/24. Donc ça, c'est le réseau local qui est du côté de Tokyo. Et ça, c'est le réseau local qui est de notre côté. Donc, ces renseignements étant fournis, je fais OK. Donc, OK, notre tunnel est initié de ce côté. Ensuite, ce que je vais faire, c'est venir dans réseau pour créer dans la route statique. Donc, route statique. Alors, la route statique ici, c'est pour dire par exemple qu'à partir de ce FortiGate de Paris, si on veut rejoindre le réseau distant qui est du côté de Tokyo, c'est-à-dire ce réseau local-ci qui est du côté de Tokyo, alors on peut passer à partir de ce FortiGate via l'interface qu'on vient de créer, c'est-à-dire le tunnel qu'on vient de créer. Donc, remarquez bien qu'ici, c'est le tunnel et non une adresse et non une interface réseau existante. Donc, c'est le tunnel qu'on vient de créer, Paris to Tokyo. Donc, c'est ça, cette interface-là qu'on va utiliser donc, pour pouvoir joindre ce réseau. Je fais OK. Bon, étape suivante, donc, c'est venir dans les règles de pare-feu. Donc, je vais venir dans politique et objet. Avant de créer dans la politique de pare-feu, je vais venir dans adresse ici. Je vais créer deux objets. Donc, le premier, je crée dans une adresse que je vais appeler réseau local. Donc, ça, c'est le réseau local sur cette machine-ci qui est 10.1.10.0/24. Ça, c'est le réseau local, c'est-à-dire le LAN que je vais partager. Donc, je crée dans un objet ici. Je vais utiliser cet objet-ci là tout à l'heure dans la stratégie de pare-feu. Donc, je fais OK. Et puis, je vais créer un autre objet donc, qui sera donc le réseau distant ou bien le réseau de Tokyo. Je vais dire ça comme ça. Réseau de Tokyo qui est 172.16.20.0/24. Je fais OK. Donc maintenant, je viens donc dans politique de pare-feu. Ici, donc, je vais créer donc ma première politique de pare-feu. Donc ici, l'objectif de cette politique-ci, c'est de pouvoir autoriser le trafic qui va aller de ce pare-feu-ci vers le pare-feu de Tokyo. Donc, je vais appeler donc ce pare-feu-ci là, cette politique-ci là, Paris to Tokyo. Voilà. Ça veut dire que l'interface entrante ici va donc être l'interface qui héberge le réseau local. Donc, vous remarquez quand je me place sur internal ici, vous voyez que le sous-réseau, du moins c'est le réseau qu'on veut partager, c'est celui-ci. Donc, on va partir de ce réseau en passant donc par l'interface de tunnel qu'on vient de créer. Et donc, la source, donc, c'est un des objets que j'ai créé tout à l'heure, c'est-à-dire l'objet qu'on va appeler ici là dans réseau local. Voilà. Donc, ça veut dire que toutes les adresses qui partent de ce réseau local-ci là à destination donc de ce que j'ai appelé donc ici le réseau Tokyo, c'est-à-dire le réseau distant, via dans le tunnel-ci. Pour l'instant, pour ce qui est des services, on va aller avec All. Donc, pour le cas de cette vidéo, on va aller avec All. Et puis le NAT, on va le désactiver. Et puis on vient ici là donc pour journalisation de trafic autorisé. On va cocher tout.
Donc ici, voilà donc notre règle de pare-feu qui est créée. Tokyo to Paris, réseau local. On part à partir du réseau local qui est sur ce pare-feu. On passe par le tunnel IPsec qu'on a créé pour accéder donc au réseau local de Tokyo. Donc, je fais OK. Donc, étant donné que j'ai envie également que le trafic de Tokyo pour Paris soit également autorisé sur ce pare-feu, ça veut dire que je dois créer donc une seconde règle qui fait le chemin inverse. Donc, au lieu donc de créer nouveau, de faire une nouvelle règle, donc tout ce que j'ai à faire, je peux faire par exemple, c'est de faire clic droit sur la règle que je venais de créer. Et puis, il y a une option qui s'appelle cloner et inverser. Ça veut dire que ça va créer, ça va dupliquer la règle, mais la source deviendra la destination. Voilà. Donc, je clique comme ça. Donc, vous remarquerez donc ici, sur la nouvelle règle créée, la source, donc, c'est le réseau de Tokyo qui, dans l'autre règle, est plutôt la destination et puis vice-versa. Donc, en tout cas, la source devient la destination. Donc, tout ce que j'ai à faire, donc, par exemple, ici, c'est de renommer cette règle-ci là. Je vais l'appeler donc Tokyo to Paris. Voilà, je fais appliquer. Et puis, il ne faut pas oublier d'activer parce que quand vous créez là, par défaut, elle n'est pas activée. Il faut activer. Donc, de ce côté, je crois que c'est bon. Tout est correct donc de ce côté-ci pour le réseau de Paris. Donc, le tunnel, il est créé. Il attend juste que les informations soient configurées de l'autre côté pour que la phase 1 puisse s'établir et qu'ensuite la phase 2 également puisse suivre. Donc, on va venir donc sur le FortiGate de Tokyo. Donc, ça veut dire que sur le FortiGate de Tokyo, on va faire donc les mêmes configurations, c'est-à-dire dans l'autre sens. Donc, on revient ici dans le tunnel IPsec. On fait nouveau, tunnel IPsec, personnalisé. Donc, on va mettre ici Tokyo to Paris. Voilà. On appelle ça Tokyo to Paris. Et puis, on fait suivant. On fait la même chose. On met l'adresse IP de la passerelle par défaut de Paris. On y accède via cette interface-ci. Ici, on met la même clé partagée. Ensuite, ici, les mêmes informations. Non, je crois que c'était ça. Et puis, dans la phase 2, on va donc faire la configuration inverse. Dans le réseau local, ici, c'est ceci. 172.16.20.0/24 et le réseau local de l'autre côté, c'est 10.1.10.0.10/24. Voilà, c'est ça le réseau local ici et distant de l'autre côté. Je fais OK. OK, c'est créé. Je vais revenir ici dans le réseau et maintenant créer dans la route statique. Route statique. Donc, si on veut rejoindre le réseau 10.1.10.0/24, on peut y aller via le tunnel Tokyo to Paris. OK. Ensuite, je viens dans les objets de pare-feu. Ici, je vais créer donc également les adresses comme tout à l'heure. Donc, je crée un objet, une adresse que je vais appeler également ici réseau local qui est 172.16.20.0/24. Et puis, je vais appeler l'autre réseau de Paris. Voilà. 10.1.10.0/24. OK. Donc, les objets sont créés. Je viens dans politique de pare-feu. Je fais une nouvelle politique. Tokyo to Paris. Voilà. Interface d'entrée, c'est celui-ci. Interface de sortie, c'est le tunnel. La source, c'est le réseau local. La destination, c'est le réseau de Paris. Voilà. Service all. Désactive le NAT.
Et puis, on active tout, on journalise tout le trafic. OK. Et puis, l'effet inverse. Donc, avant donc de faire, de créer la règle inverse, parce que là, dès que je vais créer la règle inverse, ça va activer donc les communications phase 1, phase 2. Donc, je viens donc rapidement sur mon schéma. Donc, je vais revenir directement sur ce poste-ci là pour vérifier effectivement. Si je fais un if config, OK, il est bien à 10, 1, 10, 10. Puis, je vais regarder cet autre poste qui est à Tokyo. If config, il est bien 172, 16, 20.10. OK. Donc, à partir de ce poste-ci, je vais lancer un ping 172.16.20.10. Voilà. Donc, je lance donc déjà un ping de Paris vers Tokyo. Donc, pour l'instant, on peut remarquer que ça ne fonctionne pas encore. C'est normal. Donc, je reviens donc sur le path ici. Je vais faire clic droit et je fais comme tout à l'heure, cloner et inverser. Voilà. Je fais renommer. J'appelle ça Paris to Tokyo. Appliquer. Ensuite, état activé. Voilà, là c'est activé. Ce qui suppose que d'ici quelques secondes, on devrait voir le tunnel qui va passer. Voilà, maintenant vous voyez, le tunnel, il est désormais actif. Ça veut dire qu'il y a donc déjà un échange entre les deux pare-feux. Donc, je peux venir donc ici, je regarde si, voilà, on peut remarquer que notre ping est fonctionnel actuellement. Donc, je peux aller par exemple dans les paramètres, dans le tableau de bord, je vais dans réseau. Ici, dans réseau, par exemple, dans la section IPsec, je peux venir ici pour agrandir cette section. Et puis là, je peux voir par exemple, OK, voilà mon trafic de mon pare-feu, du moins mon tunnel IPsec que je viens de créer, Tokyo to Paris, il est up, passerelle par défaut du réseau distant, nombre de données entrées, nombre de données sorties. La phase 1, elle est up, fonctionnelle. Le sélecteur qu'on a créé, il est également fonctionnel. Et donc, à chaque fois, vous pouvez passer la souris au-dessus de chaque info pour voir plus de détails. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que ici, je peux faire clic droit, par exemple, ici. Je peux réinitialiser toutes les données, les statistiques. Je peux, par exemple, couper. Soit je peux couper, interrompre ici, là, tout le tunnel tout entier, ou bien je peux interrompre uniquement la phase 2, une des phases 2, ou bien si j'avais plusieurs phases 2 établies, comme j'avais dit, les phases 2, c'est notamment les correspondances entre réseau local et réseau distant. Donc, vous pouvez créer plusieurs phases. Vous avez droit à une seule phase 1, mais vous pouvez configurer plusieurs phases 2. Donc, ici, je peux, par exemple, interrompre toutes les phases 2 si je veux. Je peux afficher, par exemple, les journaux correspondant à ce trafic-ci. Je peux faire ça. Voilà. Donc là, par exemple, dans les journaux, on peut remarquer que, OK, il y a cela 3 minutes, un peu plus tôt, il y a la phase 1 qui a été établie. Donc, il y a maintenant les correspondances pour la phase 2 qui a été effectuée. Et puis, la phase 2 a pu s'effectuer et pu se négocier. Donc, la phase 2 est fonctionnelle et puis le tunnel fonctionne correctement. Donc, si je reviens par exemple sur les règles de pare-feu rapidement, non, pare-feu, voilà. Donc, également, ici, vous aurez remarqué que mes deux règles de pare-feu sont là. Et si je viens un peu plus à droite ici dans le nombre d'octets échangés, vous remarquerez que pour l'instant, ce n'est que le trafic Paris to Tokyo qui a des informations échangées. C'est tout simplement parce que pour l'instant, la seule communication que j'ai, par exemple, initiée, c'est ce ping-ci là de Paris, justement de Paris vers Tokyo. C'est pour ça que vous avez ces octets là qui sont échangés. Maintenant, si j'essaie, par exemple, donc, de faire la même chose à partir d'ici, donc de Tokyo, je vais lancer donc un ping vers 10.1.10.10, qui est le poste qui est du côté de Paris. Je fais entrer. OK, donc le ping, il est fonctionnel. Donc, je vais rentrer sur le path ici et puis je vais juste faire actualiser. Voilà, donc vous remarquez donc maintenant la stratégie de path de Tokyo to Paris, actuellement, il est donc en train d'avoir également des octets qui passent également dessus. Donc, voilà les amis,
un peu décrit comme ça et puis configurer le tunnel IPsec. Donc, j'espère que la vidéo a été intéressante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires. On se fera un plaisir de vous répondre.